Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1113 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 décembre 2025. La Story vous est présentée cette semaine par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Alors Vincent, on connaît ton travail de naturaliste au travers de la photo, au travers de la vidéo. Ton nouveau film s'appelle Le Chant des forêts et le son y occupe une place vraiment prépondérante. On a presque l'impression que c'est un acteur dans le film. Comment tu as travaillé cet aspect-là? Ben oui, c'est ça qui est quand même assez génial au cinéma, c'est que souvent on est un peu dans les conditions d'affût, salle noire, mais on est entouré d'enceintes, donc on peut être enveloppé par les sons. Et quand on connaît la réalité du terrain et de l'affût, c'est franchement ça, c'est un des sens qui est le plus sollicité. Et ça doit venir aussi de ces affûts ultimes au Grand Tétras où tu te glisses sous le sapin et tu restes presque 12 heures dans la nuit, où tu as juste une toute petite fenêtre, donc la dimension sonore est hyper forte, que ce soit la Grand Tétras qui arrive sur sa place de chant le soir, la bécasse, la Tegmalm, des sangliers au loin qui t'entend juste le sol vibrer. Non, c'est hyper puissant le son. Et, ça reste une certaine banalité parce qu'on fait plus attention, mais vraiment quand on est un cinéaste animalier ou quand on est naturaliste, pas obligatoirement obligé de filmer ou de photographier, mais le son, voilà, tu rentres dans une dimension énorme. Moi, j'adorais tout le temps. Déjà, rien que vos médias, là, la radio, c'est génial quand sur une voix, tu imagines un visage. Et là, c'est pareil, sur un son, tu imagines une bête. Donc, non, dès le départ. Mais déjà pour la Panthère, hein, on avait déjà utilisé cette technique de poser des micros, des omnidirectionnels. C'est la technique de Marc Namblard et Boris Jolivet ou d'autres audionaturalistes. Et c'est quand même c'est génial parce que tu n'es pas du tout intrusif, tu les laisses pendant quelques jours et tu les récupères. Et puis tu vois, en regardant sur le logiciel, tu vois les sonogrammes. Et tu as des dessins par espèce. Quand tu connais bien, après, tu peux très vite, sans l'écouter, savoir si c'est un pic noir, si c'est un brame du cerf ou autre chose. C'est quand même assez... moi, j'adore. Franchement, parce que ça laisse voilà, grande part à l'imaginaire. Et ça, c'est important. De pas tout dévoiler. Comme dans la photo, dans mes photos, finalement, où la brume, c'est la même chose. La brume, elle suggère. Un son, il suggère. Et quand tu es enveloppé dans une salle de cinéma, ben là, on s'est permis des choses qu'on voit rarement, finalement, même presque des écrans noirs, de temps en temps, avec juste, pendant une minute, avec juste des sons, quoi. Donc, c'est vraiment oser, d'imposer des moments qu'on vit dans l'affût. Dis-moi, ce chant des forêts, est-ce que il est différent aujourd'hui? Est-ce qu'il est si différent de ce que tu as connu dans ton enfance? Ah ben, pas tant, parce que c'est franchement ça, dans ce projet. C'est un film qui est presque plus important, plus personnel, plus intime que La Panthère des Neiges, parce que c'est en effet, c'est chez moi, c'est là où j'ai grandi. Il y a tout ce terreau, quoi, ces vieilles forêts. Et donc oui, c'est essayer de recréer toutes ces ambiances qui nous ont complètement saisis, animés, qui ont été des moteurs, quoi, et comment on essaye de partager ça avec les gens. Donc oui, c'est des affûts, c'est vraiment des moments, souvent des moments très forts que j'ai pu vivre étant enfant ou après adulte et grand adulte, quoi. Donc oui, c'est franchement faire revivre ça. Et cet affût que j'ai eu à 12 ans avec un chevreuil, ben voilà, là, il y a des petites évocations dans ce film. La présence de Simon, c'est l'âge qu'il a quand moi j'ai fait ma première photo, donc c'est quand même pas rien. Cette histoire de... Donc oui, il y a plein d'images qui ont été filmées là où j'ai fait mes affûts à 10-12 ans, quoi. Et alors, il y a ce son très caractéristique aussi et si emblématique du Grand Tétras. Comment tu pourrais le décrire à des gens qui l'ont pas encore entendu, qui vont aller voir le film parce que même sa présence dans le film est presque annoncée par son chant et c'est magnifique. Là, c'est pareil, j'ai posé des micros sur des places de chant. Là, c'était en Norvège, c'était incroyable parce que tu les camoufles bien et tu as son bec. J'ai fait des photos où tu vois le bec du tétra en train de chanter à 20 cm du micro, quoi. Donc on a des sons d'une qualité complètement folle. Et
c'est un son qui te fait voyager dans le temps. C'est très bizarre, c'est très étrange. Il est en 3 phases. Il fait comme ça, des claquements de bec, qu'il accélère. Il accélère jusqu'au coup de bouchon. Et après, il y a la 3e phase, après le coup de bouchon, où il est un petit peu sourd et aveugle, tellement il est dans son paroxysme de son chant. Et c'est le cisaillement. Et là, souvent, tu peux faire une photo ou tu peux bouger dans ton duvet parce que tu le déranges moins. Et donc, oui, c'est un son qui est très ténu. T'entends souvent de loin peut-être que le coup du bouchon, c'est ce qui... t'entends juste le ploc. Et donc, c'est la raison pour laquelle il chante avant tous les autres oiseaux. C'est ce que mon père explique. C'est vraiment, comme dit ce proverbe russe, c'est l'esprit de la nuit qui appelle le jour. Il chante avant les grives, il chante avant les petits rouge-gorge ou les merles. Donc, à 2-3 heures du matin, il est le premier à chanter perché. Et après, quand il se sent un peu serein, il descend au sol, il danse, il chante sur sa place de chant. On appelle ça le lek. C'est une arène. Et là, il parade pendant jusqu'au lever du jour. Mais dès que les oiseaux, le grand concert des oiseaux, parce que c'est en avril où il y a déjà tout le chant du vivant et tous les oiseaux qui chantent, tu l'entends quasiment plus, quoi. Tu l'entends presque plus. Donc c'est assez fabuleux. Et la poule, la femelle, elle est beaucoup plus discrète et elle fait très peu de sons. Mais elle appelle de temps en temps. Et c'est des au loin, et parfois avec des vocalises qui sont très très jolies. Et donc, ouais, c'est un oiseau. C'est un peu l'écho des sons de la préhistoire. Ouais. C'est complètement ça. Et bravo pour les imitations. Outre les ambiances naturalistes, il y a la bande originale du film. Tu as de nouveau fait appel à Warren Ellis. Comment s'est passée la collaboration ? Est-ce que il t'a proposé des sons sans avoir vu les images, ou alors il s'est calé sur ce que toi tu as fait, ou ce que tu lui as envoyé des rushs à distance? Comment ça s'est passé? La musique, elle est tellement importante pour transmettre les émotions. Et puis moi, j'adore l'écouter. Et donc pendant tout le montage, on avait pas mal de musiques témoins, et dont celle de Warren. Et puis aussi de Rosemary Stanley et Dom Lalena, la violoncelliste brésilienne, et Rosemary qui était la chanteuse de Moriarty entre autres à l'époque. Et là, elles ont Bird on the Wire, un super groupe. Elles m'ont aussi accompagné pendant le montage, donc après j'ai osé les solliciter. Et puis Warren, je lui ai montré, parce que depuis La Panthère des Neiges, c'est un peu un grand frère, donc je lui ai montré un peu où on en était. Il a adoré le film, sur l'histoire de la transmission entre autres. Et donc il a amené sa touche très mystérieuse, ouais, moi j'adore, une atmosphère qui va très bien avec nos forêts. Et puis la voix féminine de Rose, qui amène un côté assez mystique de la forêt. Et le violoncelle de Dom qui, pareil, c'est tellement en lien, je trouve, le violoncelle avec la forêt, quoi, franchement. Donc c'était un dosage subtil à trouver entre les sons nature, nos chuchotements, nos murmures, à nous, les humains, et puis la musique. Oui, voilà, pour finir, il y a quand même les voix, il y a une narration, il y a ta voix, il y a celle de ton fils Simon, et puis il y a celle de ton père, superbe, touchante. On sent qu'il y a une transmission très forte, beaucoup de savoir aussi. Tu avais déjà édité son livre, L'Oiseau Forêt, qui touche au même sujet, hein, qui parle du grand tétras, de ses 800 affûts sous un sapin. C'était important pour toi qu'on l'entende aussi? Ah ben non, mais c'était même une priorité. Enfin, j'ai fait ce film, c'était vraiment pour transmettre un peu ses messages, un peu sa manière d'habiter la forêt, la manière dont tout ce qui m'a inculqué, parce que je me rends compte que c'était très précieux, et il y avait besoin de le partager, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc oui, vraiment. Et puis ce message, en effet, pourquoi avoir été vraiment autant saisi par un oiseau, avoir consacré vraiment toute sa vie à essayer de protéger son habitat, ses forêts. Alors certes, l'oiseau a disparu parce qu'il n'a plus les conditions climatiques, maintenant on n'a plus d'hiver comme avant. Mais qu'est-ce que ça lui a appris? Et puis en fait, là où ils ont travaillé, où il y a eu tous des travaux pour l'habitat du grand tétras, c'est là où on a filmé, où c'est des forêts qui chantent, qui vivent. Donc ça, c'est aussi une bonne leçon, c'est-à-dire de pas de se focaliser sur une espèce, mais peut-être de plus travailler sur les habitats, la qualité des habitats, essayer de continuer à exploiter. L'ONF fait partie est partenaire du projet,
Donc on peut exploiter, mais avec beaucoup plus de... Voilà, en étant très attentif que c'est pas juste... la forêt n'est pas juste un bien commun pour l'homme, mais pour tous ceux qui y habitent, quoi. Donc ça, c'était précieux. Et de dire que ces forêts vivantes, ces forêts avec des essences d'arbres différents, des âges différents, des clairières, avec des arbres morts sur pied, au sol, tout ça, c'est tout ce qu'il nous faut pour pallier à ce qu'on va subir avec le réchauffement climatique. Et puis plus il y a de vie, plus il y a de résistance, quoi. C'est ça qu'il faut savoir. Merci Vincent. Merci Benjamin, merci à toi. Benjamin, on peut comparer ce film à La Panthère des Neiges ou ça n'a rien à voir? Alors ça n'a pas rien à voir, ça reste le même réalisateur. Il y a beaucoup de points communs sur l'aspect contemplatif, sur le son aussi. Après, Mhm. avec Vincent, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect sonore parce que c'est un domaine auquel il s'intéresse de plus en plus depuis quelques années. On connaît son talent pour la photo, la vidéo. Désormais, c'est devenu presque un audio naturaliste aussi, en complément, hein, puisqu'il a lui-même enregistré énormément de sons naturels pour ce film. Donc il y a ces points communs-là. Warren Ellis, à nouveau, à la bande originale. Donc ça fait quand même beaucoup de points communs. Maintenant, c'est tout aussi incarné, mais peut-être un peu moins. Il n'y a pas la star qui était, Hmm. outre la panthère, hein, qui était Sylvain Tesson quand même, qui mangeait pas mal d'espace et qui prenait de la place dans le film. Puisqu'il était là en observation un peu du travail de Vincent. Il comprenait pas toujours d'ailleurs la notion d'affût. On vivait avec lui ces longues attentes, il trépignait, ça donnait parfois à sourire. Là, c'est quand même un sujet beaucoup plus sérieux, c'est presque plus d'ailleurs un hommage à son père qui lui a un peu tout transmis, une transmission aussi à son propre fils. C'est un film moi, qui m'a énormément touché, mais qui est différent, peut-être moins spectaculaire que La Panthère des Neiges, quoique les plans sont absolument somptueux. Plus contemplatif encore, je dirais. On pourrait penser qu'à certaines longueurs, parfois, je pense qu'il faut se laisser porter. Hein. Peut-être que comme on glisserait un peu sur un fleuve, hein, sur une embarcation, il faut se laisser aller, un peu au rythme de la musique aussi. Mais c'est un film très émouvant qui sensibilise bien évidemment aussi à la disparition du grand tétra. Et c'est vraiment un émerveillement qui est à vivre en famille. Moi, j'inviterais les familles à s'y rendre avec même les plus jeunes parce qu'on ne peut être que émerveillé par la beauté de la nature qui est montrée par Vincent. Tu l'as vu, Pierre-Marie, le film? Oui, Qu'est-ce que t'en as pensé? j'ai eu la chance de le voir en avant-première au moment du salon de la photo. C'est tout à fait ce que vient de décrire Benjamin. C'est vraiment une. Quand tu disais tout à l'heure que Sylvain Tesson prenait la part belle dans La Panthère, là c'est la nature qui prend la part prend la part de la vedette. C'est vraiment elle la vedette. On le sent, on sent que Vincent est vraiment posé dans ce truc-là, mais très humble face à ce qu'elle lui offre. Tout ce temps qu'il a passé avec son papa sur le terrain, où on sent que tout est à la merci de ce qu'elle veut bien nous donner. Et même si on essaye de pas déranger, il le dit lui-même, on dérange toujours un peu, on essaye de sensibiliser autour de ça, mais c'est de pouvoir se plonger. Le film permet de se plonger un petit peu dans une nature ordinaire qu'on a tous autour de nous. C'est vraiment le grand message, enfin moi que j'ai retenu. Et c'est vrai que depuis, bon, je suis déjà un peu un homme des bois, j'adore me promener dans les bois, mais avec ça, j'ai vraiment changé un peu mon regard, en fait, encore en me disant: «Oui, il faut vraiment que je m'attache vraiment à cette permanence des choses qui sont autour de nous, de ces petites forêts, de ces petites choses qu'on a la chance d'avoir», et que le temps, c'est vraiment ça, c'est vraiment le temps qui nous donne, ce bonheur d'être sur le terrain, quoi, ce plaisir, cette contemplation, ce temps passé. Et quand on regarde derrière, on se dit: «Ah oui, j'ai passé tant de temps dessus», enfin à l'extérieur, et ça fait du bien, quoi, de se dire, on pose son temps, quoi. Et puis si vous aimez le film, si vous avez aimé le film, achetez le livre si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas lu, aux éditions Kobalan, le livre de Michel Munier, donc le papa de Vincent, qui s'appelle L'Oiseau forêt et qui est consacré
au Grand Tétras et donc à toutes ces nuits d'affût de Michel. Donc, je me souviens en couverture, il y a marqué 800 nuits sous un sapin, mais c'est littéralement ça. Il raconte toutes ces nuits passées comme ça, à l'affût, à attendre ces moments privilégiés avec cet animal emblématique des forêts vosgiennes et du Jura. C'est absolument somptueux. Donc, à lire pendant l'hiver au coin du feu. Je le recommande très, très chaudement. Merci Benjamin pour cette story cette semaine.